qui va nous parler de paires de structures généralisées commutantes, géométrie para-hyperhermitienne et géométrie bande. S'il vous plaît. Alors, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, je dois m'excuser d'avance il y aura des mots très très longs. Et puis, quand je faisais des petites recherches pour voir comment épeler les choses en français, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des maths en français, que j'ai pas écrit des maths en français plutôt, je vois qu'il y a jamais de trait d'union en français. Donc, ça va être, il y aura de très mots, de mots très longs. En tout cas. Alors, merci pour l'invitation. Donc, ça me fait un grand plaisir de parler, de participer à cet atelier. Donc, j'aimerais vous parler de certaines structures qui, à l'origine, viennent de la physique et qui, euh, bon, j'ai une supervision avec Sheng Dahu, avec un étudiant qui était à l'Institut Perimeter et qui s'intéressait à ces structures bornes. Et on essaie de les comprendre du point de vue mathématique. Et à un moment donné, c'était clair qu'il y avait un peu de géométrie généralisée qui apparaissait. Donc, j'aimerais expliquer un peu le lien avec la géométrie généralisée. Et ça motive un peu ce projet qui concerne les paires de structures généralisées commutantes. OK. Donc, je vais faire un petit rappel sur les structures complexes et paracomplexes. Donc, comme j'ai dit, la motivation initiale du projet, c'était de comprendre la relation entre la géométrie borne, je vais la définir, et la géométrie généralisée. Alors, pour pouvoir définir la géométrie borne, je dois rappeler un peu ce que sont les structures complexes et paracomplexes. Je sais que tout le monde est vraiment très familier avec les structures complexes, mais peut-être un peu moins avec les structures paracomplexes. Donc, on fixe un fibré, une variété lisse réelle M, et je vais dénoter les fibrés tangents Tm et T dual M. Et aussi, je fixe un endomorphisme du fibré tangent. Alors, cet endomorphisme va me donner une structure complexe si lorsque je le compose avec lui-même, ça me donne moins l'identité. Et en plus, ça me donnerait juste une structure presque complexe. Et si on veut une structure intégrable, alors la condition est que soit le fibré propre correspondant à la valeur propre plus i ou moins i est fermé par rapport au crochet de l'i. Alors, c'est une distinction importante pour une structure complexe. Si le fibré propre, à valeur propre pour plus i est fermé, alors automatiquement celui pour moins i est fermé et vice-versa. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est une structure paracomplexe? Alors, ça sera une structure, ça sera cet endomorphisme J, et lorsque je le compose avec lui-même, cette fois-ci, je vais avoir plus l'identité, donc il y aura deux valeurs propres, plus ou moins 1. Et là, c'est pas clair qu'il y aura. Oh, en plus, dans le pardon. Ah, pardon. Dans le cas complexe, il y aura toujours le même nombre de valeurs propres de plus i et de moins i, mais ce n'est pas le cas lorsque j'ai une structure au départ dont le carré est juste l'identité. Alors, pour une structure paracomplexe, on suppose qu'il y a le même nombre de valeurs propres plus 1 et moins 1. Donc, les fibrés à valeur propre ont la même dimension. Et aussi, il faut rajouter la condition que tous les deux fibrés sont fermés par rapport au crochet de lit pour avoir l'intégrabilité. Parce que, contrairement au cas complexe, ce n'est pas vrai que si, disons, le fibré à valeur propre plus 1 est fermé par rapport au crochet de poisson, automatiquement, celui pour la valeur propre moins 1 est fermé et vice-versa. OK. Donc, pour des exemples de structures paracomplexes, si je prends juste M, c'est juste R de N. Donc, je peux prendre comme structure paracomplexe simplement la matrice diagonale ou ici, c'est une matrice N par N, l'identité dans la diagonale, et ici, moins l'identité, par exemple. Ou aussi, je peux avoir celle-ci où je mets l'identité dans les blocs opposés. OK. Et un autre exemple, ça serait par exemple de commencer avec Cn. Et là, on prend juste les coordonnées complexes Z1 jusqu'à Zn.
sur ces n, et puis une structure paracomplexe, ça serait par exemple prendre la conjuguée de ces variables. Alors voilà pour les structures paracomplexes. Et maintenant, j'aimerais rajouter une métrique. Et là, lorsque je rajoute la métrique, alors je commence avec une structure J qui est soit complexe ou paracomplexe. Et maintenant que j'ajoute ma métrique, il y a plusieurs façons de considérer la compatibilité entre la métrique et la structure complexe ou paracomplexe. Alors, on a 4 possibilités qui sont naturelles, bien sûr. Alors, si par exemple, j'ai une structure complexe, alors si la structure complexe est orthogonale par rapport à la métrique petit g, alors on obtient une structure hermitienne. Et puis, si on contracte la métrique avec la structure complexe, on obtient une deux formes qui est keylérienne et si cette forme est une deux formes, si cette deux formes est fermée, on obtient bien sûr une structure keylérienne. Et une autre façon d'exprimer la propriété keylérienne est de dire que la structure complexe est parallèle par rapport à la connexion Levi-Civita de petit g. Bon, alors si j'ai toujours ma structure complexe, une autre compatibilité avec la métrique, ça serait de supposer que la structure complexe est anti-orthogonale. Et on obtient ce qu'on appelle les structures anti-hermitiennes. Et cette fois-ci, si on contracte la métrique petit g avec la structure complexe, on obtient de nouveau une métrique. Ce n'est pas une forme. Et cette fois-ci, si on veut parler du cas keylérien, ben, ça sera le cas anti-keylérien. Alors, la condition, c'est que la structure ici on est toujours dans le cas complexe, la structure complexe est parallèle par rapport à la connexion Levi-Civita. Bon, et maintenant on peut faire la même chose avec cette J paracomplexe. Et dans le cas où bon, la première, si on suppose que la structure paracomplexe est anti-orthogonale par rapport à la métrique petit g, alors cette fois-ci on obtient une structure para-hermitienne parce que si on contracte la métrique avec la structure paracomplexe, on obtient de nouveau une deux formes et cette structure sera parakeylérienne si cette deux formes est fermée ou comme dans le cas hermitien, si la structure paracomplexe est parallèle par rapport à la métrique Levi-Civita. Et je dois juste mentionner que dans ce cas-ci, c'est juste de l'algèbre linéaire, la métrique petit g ne peut plus être riemannienne, elle doit être pseudo-riemannienne de signature NN. Et puis finalement, le dernier cas, c'est le cas d'une structure paracomplexe et avec cette orthogonalité, c'est donc la structure est orthogonale par rapport à la métrique petit g. Cette fois-ci, la contraction de petit g avec la structure paracomplexe sera de nouveau une métrique qu'on appellera de type keylérien si la structure paracomplexe est parallèle par rapport à la connexion Levi-Civita. Et j'appelle ça, on a appelé ça des structures chirales, même si dans la littérature mathématique, ça n'a pas été trop étudié, mais certaines, elles sont appelées des structures produits pseudo-riemanniennes. Mais la motivation pour chiral, ça vient de la physique. OK. Donc ça, c'est le cas où j'ai juste une structure complexe ou paracomplexe et une métrique. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, et la motivation vient, comme je disais plus tôt, de la physique, c'est qu'on aimerait considérer trois telles structures. Donc, un cas très familier, c'est le cas où on a une structure hyper complexe. Donc, on a trois structures complexes et qui anticommutent et dont l'une est égale au produit des deux autres. Et si on introduit une métrique riemannienne petit g et qu'on demande que toutes les paires I petit g, J petit g et K petit g sont des structures hermitiennes, alors on obtient une structure hyper hermitienne et ça sera une structure hyper keylérienne si les deux formes qu'on obtient en contractant la métrique avec la structure complexe, avec chaque structure complexe, on obtient toujours des deux formes fermées. Et ça, ce sont bien sûr des structures très connues qui ont été vraiment très étudiées. Et j'aimerais juste mentionner que
par contre, il y a avoir pour qu'une variété admette même juste une structure hyper complexe, il y a beaucoup, ça crée beaucoup de restrictions, même en particulier pour une variété de dimension 4 réelle, les seules surfaces compactes qui peuvent admettre de telles structures, ce sont les tores complexes, les surfaces K3 et les surfaces Hopf. Et j'aimerais juste dire une chose, c'est que une façon de penser à la structure hypercomplexe, c'est que c'est vraiment une structure bi-hermitienne, c'est-à-dire deux structures complexes qui sont hermitiennes par rapport à la métrique, une métrique fixe petit j, et qui anticommutent. Et c'est là où la géométrie généralisée apparaît parce que ces structures sont liées aux structures keylériennes généralisées. Et ça, je vais rappeler la définition un peu plus tard dans l'exposé. OK. Donc, ça a été vraiment beaucoup étudié. Et quelque chose qui est un peu moins étudié, mais quand même, ce sont les structures para-hyperhermitiennes. Et bon, la dernière structure que je vais vous donner, c'est la structure Born. Mais disons qu'il y a un peu plus de recherche qui a été faite pour les structures para-hyperhermitiennes. Et dans ce cas-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un triplet ou IJK, où cette fois-ci, I est une structure complexe, mais J et K, ce sont des structures paracomplexes qui anticommutent. Et I est égal au produit de J et K. Et là, de nouveau, ça met vraiment beaucoup de restrictions sur le type de variétés qui peuvent admettre de telles structures, mais il y a moins de restrictions que pour une structure hyper complexe. So, par exemple, si on prend une variété compacte de dimension 4, il y a beaucoup plus. La seule restriction topologique, c'est que le fibré canonique doit être soit trivial ou bien la surface, la variété doit admettre un recouvrement double dont le fibré canonique est trivial. Donc, il y a vraiment toute une famille, il y a vraiment beaucoup de surfaces qui admettent de telles structures. Par exemple, les tores complexes, les surfaces hyperelliptiques, les surfaces de Hopf, les surfaces d'Inoue, les surfaces de Kodaira, les K3, les Henrique. Donc, il y a vraiment il y a beaucoup d'exemples. Et comme dans le cas hypercomplexe, on veut maintenant aussi considérer une métrique. Et cette fois-ci, pour avoir une structure para-hyperhermitienne, on veut que la contraction avec la métrique nous donne toujours, je veux dire, avec chaque de la métrique avec chaque structure nous donne toujours une deux formes. Donc ça veut dire que ça doit être une structure hermitienne par rapport à I et deux structures para-hermitiennes par rapport à J et à K. Alors c'est ce qui va nous donner une structure para-hermitienne. Et donc à cause de cette condition, toutes les formes, les contractions de la métrique avec ces trois structures va toujours nous donner une deux formes. Et si ces deux formes sont toujours fermées, on obtient une structure para-hyperkeylérienne et qui ont déjà été étudiées depuis 20 ans à peu près. Et d'ailleurs, Hitchin les a aussi étudiées et les a appelées des structures hypersymplectiques. Et Andrew Dancer, Andrew Swan ont aussi beaucoup étudié ça. Ivanov, Grancharov, j'oublie beaucoup de gens, et Grancharov récemment a fait une classification de ces structures sur les surfaces, sur les variétés de dimension 4. OK. Mais là, pour garder le thème un peu de la géométrie généralisée, j'aimerais juste remarquer que comment on peut obtenir, comment on peut penser à cette structure hyper-hermitienne. Eh bien, si je regarde juste le triplet JK et la métrique petit g, alors je vais obtenir une structure biparahermitienne parce on suppose que J et K nous donnent des structures para-hermitiennes et elles anticommutent. Donc, toute structure
hyperhermitienne est vraiment une structure biparahermitienne dont les structures paracomplexes anticommutent. Okay? Donc, de nouveau, ça nous amène un peu dans le contexte de la géométrie généralisée. OK. Donc, enfin, maintenant, je peux vous donner la définition d'une structure borne. Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus récent et qui est apparu qui est depuis peut-être 5 ou 6 ans. Et dans ce cas-ci, on a toujours une structure para-hypercomplexe, donc IJK. Et cette fois-ci, on prend une métrique petit g qui va devoir être pseudo-riemannienne à cause des conditions qu'on se donne. Et puis, les conditions sont les suivantes, c'est que la paire de la structure complexe avec la métrique va nous donner une structure anti-hermitienne. Et puis, la paire G, G et K sont les structures paracomplexes et lorsqu'on elles vont être J petit g, pardon, sera une structure chirale et puis K petit g sera une structure para-hermitienne. Et ça, ce sont des conditions qui viennent de la physique. Donc, mais c'est quand même intéressant parce que si on prend juste notre triplet IJK, qui est une structure para-hypercomplexe, et qu'on essaie de vraiment trouver quelles sont toutes les possibilités pour avoir une compatibilité de petit j avec IJK, eh bien, on se rend vite compte que il y a juste deux possibilités, il y a deux grandes familles. On obtient soit une structure para-hyperhermitienne ou sinon on obtient une structure borne. Okay? Ce sont les seules possibilités. Et quand je dis ça, c'est bon, peut-être si on permute le rôle de J ou de K, etc. Mais disons que c'est sur les deux seules possibilités pour avoir, lorsqu'on rajoute une métrique à cette structure para-hypercomplexe. Alors, ces structures ont été introduites par Friedel, Lai et Meinig en 2014 ça c'était vraiment purement en physique. Et puis leurs propriétés physiques ont été étudiées. Et puis, comme je disais, David Spodobada, c'était c'était une consupervision avec Laurent Friedel, qui est à l'Institut Perimeter, et avec Sean Dahoo, et on voulait comprendre un peu plus ces structures. Et juste avant de passer à la géométrie généralisée, je voulais dire que j'ai un autre étudiant, Eric Bolter, qui, c'était pour son projet de maîtrise, en s'inspirant de la classification de Grantcharov des structures para-hypercomplexes, para-hyperhermitiennes, pardon, sur les surfaces sur les variétés compactes de dimension 4, il a construit beaucoup de familles de structures de bornes sur ces variétés de dimension 4. Pas toutes celles que Grantcharov et ses collaborateurs ont obtenues, mais une grande majorité. Et il a obtenu vraiment des familles de telles structures. Et aussi, il a obtenu, tous les deux, on a réussi à obtenir des familles de telles structures sur les fibrés tangents. Donc, si on prend n'importe quelle variété réelle M et on prend son fibré tangent, on peut construire des structures de bornes sur le fibré tangent. OK. Bon. Alors, maintenant, avant de passer à la géométrie généralisée, comme je disais, que ce soit la géométrie hypercomplexe, para-hypercomplexe ou maintenant borne, dans les deux cas précédents, on pouvait penser à ces structures-là comme étant des structures donc soit bi-hermitiennes ou bi-para-hermitiennes qui anticommutaient. Ici, on peut dire la même chose des structures de borne, que toute structure de borne peut être obtenue en prenant une structure bichirale, c'est-à-dire que c'est deux structures paracomplexes qui sont chirales par rapport à la métrique petit g et qui anticommutent. Et on obtient toujours une structure borne, la structure borne suivante. Donc, la structure complexe sera JK et on aura les deux structures paracomplexes J et K. Je veux dire, I, ce sera
dans notre structure, on a besoin d'une structure complexe, ce sera celle-ci, et ce sera ça la structure complexe. Et puis les deux autres, ce sont les structures paracomplexes, et ça sera la métrique qui va fonctionner pour nous donner ces compatibilités. Alexandra, Oui. puisque tu donnes ce truc maintenant et qu'il y avait quand même beaucoup de différents types à garder en mémoire, est-ce que Oui. tu peux juste me rappeler ce que chiral veut dire? Chiral, ça veut juste dire que bon, ok. Donc, je sais, c'est vraiment une zoologie. Donc, j'ai vraiment essayé le plus possible d'éviter, mais c'est difficile. Donc, chiral, c'est une structure paracomplexe dont le carré, c'est l'identité de l'espace tangent, et aussi la compatibilité avec la métrique, c'est que ça va être orthogonal. OK? Tandis que la structure, ça c'est chiral, et puis tandis que la structure para-hermitienne, le carré est aussi l'identité, mais cette fois-ci, c'est anti-orthogonal par rapport à... Oh, ça devrait être un cas par rapport à la métrique. OK, donc pardon, quand tu dis en exemple en bas de page qu'une structure bichirale, tu ne veux pas dire que J et K sont tous les deux chirales. Tu as quand même besoin que K soit para-hermitienne. Non, non, ce que je dis, c'est que ça va être deux structures bi, toutes les deux vont être chirales, et il faudra changer la métrique. Donc ça, c'était la contraction de la métrique du G avec le petit j. Et lorsqu'on a une structure chirale, c'est ce qui se passe, c'est que quand on prend la contraction de la métrique avec la structure, ce n'est pas une deux formes, c'est de nouveau une métrique que j'appelle J tilde G. Et il faudra changer la métrique pour obtenir la structure de borne pour avoir ces compatibilités. Oui. Fantastique, merci. Mais c'est juste que tu peux toujours, les deux sont, c'est une construction bijective. Donc c'est pour ça que quand on s'est rendu compte de ça, hein, ça a vraiment mis la géométrie borne dans le contexte généralisé à cause de parce que c'est mieux d'y penser comme étant une structure bichirale. Voilà. OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe à la géométrie généralisée? Bon. Ça veut dire que chaque structure borne est induite comme ça d'une structure bichirale? Oui. C'est toujours le cas? Oui. Non, oh, pardon, qui anticommute. Ah. Il y a beaucoup plus de structures bichirales, mais il faut vraiment avoir... il faut que la structure para-hyper complexe que le J et le K anticommutent. D'accord. Je veux dire, pardon. Il faut prendre deux structures paracomplexes qui anticommutent pour pouvoir le faire, bien sûr. Donc, la classe de structure bichirale est beaucoup plus grande parce que ça, c'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours le cas. Mais l'exemple, c'est une définition équivalente de géométrie de borne, l'exemple. Oui, c'est ça. C'est une définition équivalente, mais qui est plus utile pour pouvoir penser à ça du point de vue de la géométrie généralisée. Donc, je vais essayer d'expliquer ça, pourquoi en géométrie généralisée, on a souvent, donc j'ai commencé par un rappel de la géométrie généralisée keylérienne, où toute structure généralisée keylérienne correspond vraiment à une structure bihermitienne. Et en fait, et aussi, on peut associer à toute structure bipara-hermitienne une structure généralisée, et à toute structure bichirale aussi une structure généralisée naturelle. OK? Je sais, c'est beaucoup de... Et en fait, je dois vous avouer, au début, je voulais faire faire un exposé de théorie de Jones, mais je me suis dit, parce qu'il y a tellement de gens qui participent, qui connaissent beaucoup par rapport à ces structures bi. Alors, je me suis dit que peut-être ça serait une bonne occasion de vous poser des questions après. Bon. OK. Donc, ça s'appelle une géométrie Born. C'est Max Born? Max Born, yeah. Et c'est juste Laurent Friedel et puis ses collaborateurs qui ont décidé. Et je pense que c'est parce que la physique, ils essaient de décrire. Ils pensent vraiment que l'idée de base vient vraiment de Max Born. Donc, ils voulaient rendre honneur à Max Born en l'appelant la géométrie Born. Voilà.
OK. Bon, alors je passais maintenant à la structure, aux structures généralisées. Oh, donc, il est déjà 2 heures. Donc, vous allez voir, il y a quand même une répétition, donc je vais pouvoir aller passer un peu plus vite. Est-ce que j'ai commencé? Ah, j'ai commencé quand même, je pense que 5 minutes en retard, c'est ça? Juste pour être sûr que je vais pas... C'est ça, il vous reste 25 minutes. C'est 5 minutes, c'est ça? Donc, c'est ça. OK. C'est ça, il vous reste 25 minutes. Ouais. OK. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on pense ces géométries paramétriciennes et bornes sont reliées à des paires de structures. Et puis, comme je dis, j'aimerais vous décrire un peu comment on peut décrire ça du point de vue de géométrie généralisée. OK. Donc maintenant, on est vraiment fermement dans le contexte généralisé. Alors, on va fixer certains objets. Donc, M, ce sera une variété lisse des dimensions 2n. Et puis aussi, on va fixer une 3 forme fermée sur M, qui est réelle. Et on va toujours, en géométrie généralisée, parce que ce qu'on a discuté jusqu'à présent, c'était toujours des structures sur l'espace tangent. Et en géométrie généralisée, on considère des structures sur l'espace tangent et somme directe avec l'espace cotangent. Donc, et puis, sur ce fibré, on peut mettre 2 formes biliaires naturelles que l'on définit de la façon suivante. Donc, quelles sont les sections de ce fibré? Bon, ça sera toujours un fibré, je veux dire, un faisceau... vector field, c'est quoi un vector field? Champ vectoriel. Champ vectoriel, merci. Et puis une forme. Et puis, donc, il y aura cette forme qui est symétrique, qui est définie ainsi, de façon très naturelle. Et il y a aussi un autre crochet qu'on appelle le crochet de Dorfman, et qui est défini de la façon suivante, où ici, bon, ça c'est vraiment un appariement. Donc, si on prend ce crochet ici, on va obtenir une fonction. Tandis qu'ici, on va vraiment obtenir de nouveau une section de T plus T étoile, parce qu'on va prendre le crochet de Lie des 2 champs vectoriels, et puis ici, cette expression va nous donner une forme. OK, donc ça, c'est le crochet de Dorfman. Et donc, je vais commencer par vous définir les structures Kählerén généralisées. Donc, les structures Kählerén généralisées sont définies à partir de ce qu'on appelle des structures complexes généralisées. Et ces structures complexes généralisées sont des endomorphismes de T plus T dual dont le carré est moins l'identité et qui sont orthogonales par rapport à cet appariement dual. OK. Et il y a aussi, on considère l'intégrabilité de ces structures, et ça sera comme pour une structure complexe, on va considérer le fibré à la valeur propre I de cette structure généralisée complexe J, et on va, si ce fibré est fermé par rapport au crochet de Dorfman que j'ai décrit ici, alors on va obtenir une structure complète généralisée qu'on va appeler intégrable. OK, et une chose qui est importante, c'est de dire, ces structures ont été introduites par Hitchin et étudiées par Gualtieri et beaucoup d'autres personnes. Et un détail qui est très important, c'est que cette condition ici d'orthogonalité que j'ai décrite, ce que ça fait, c'est que le fibré à valeur propre de I est isotrope par rapport à l'appariement. Et donc, ça veut dire que puisque on a un fibré qui est isotrope, cette deuxième condition ici devient vraiment une condition d'intégrabilité parce qu'elle est équivalente à l'annulation d'un tenseur de Nienhaus généralisé dans le contexte où on travaille avec un endomorphisme de T plus T dual. OK, donc ça c'est un point important dans ce qui va être dans la suite. OK, et puis, bon, il y a quand même des structures, on peut trouver facilement des exemples. Si on commence avec une variété symplectique, on peut définir ainsi une structure généralisée complexe, où ici, on contracte la forme oméga, symplectique oméga sur les champs vectoriels, et puis
l'inverse de oméga avec moins avec les formes. En tout cas, c'est pas compliqué de vérifier que ça vérifie ses propriétés. De la même façon, une autre façon de construire une telle structure, c'est de commencer avec une variété complexe dont la structure complexe est I, et puis la structure complexe généralisée sera obtenue sera simplement la structure complexe sur T et moins la structure duale complexe sur T dual. OK. Et on peut avoir des exemples un peu plus généraux en utilisant des structures holomorphes de Poisson. Bon. Alors ça, ce sont les structures généralisées complexes. Et qu'est-ce que c'est une structure généralisée keylérienne généralisée? C'est une paire de structures complexes généralisées qui commutent. OK? Et si on définit G comme étant la composition de J1 et de J2, alors si ça on obtient ce qu'on appelle une métrique définie positive sur T plus T dual, et ici je donne la définition de ce qu'on veut dire, ce qu'on entend par métrique définie positive, alors on obtient une structure keylérienne généralisée. OK. Et c'est facile de construire de telles structures, en tout cas des structures triviales. Donc, par exemple, si on a une variété keylérienne dont la structure complexe est I, la métrique keylérienne est petit g, et oméga est la deux formes fondamentales, qui est maintenant symplectique parce que la variété est keylérienne, alors on peut utiliser la structure complexe et la structure symplectique pour obtenir une paire de structures complexes généralisées, comme j'ai défini un peu plus tôt. Et un calcul direct nous montre que ces structures commutent et que le produit des deux structures a cette forme qui va devenir définie positive, puisque on suppose que notre métrique petit g est keylérienne, et donc elle sera définie positive. OK, ça, ce sont des structures triviales, complexes généralisées, mais on peut obtenir des structures un peu plus certainement non triviales. Et pour comprendre comment décrire toutes ces structures keylériennes généralisées, on fait la chose suivante. Alors, cette métrique généralisée G, qui était seulement le produit, c'était seulement le produit des deux structures complexes généralisées, J1 et J2, puisque J1 et J2 commutent et que leur composition avec elles-mêmes sont moins l'identité, ça veut dire que la composition de G avec lui-même sera aussi l'identité de T plus T dual. Et donc, il y aura deux valeurs propres, plus ou moins 1. Et si on prend les fibrés à valeur propre, que je dénote ici C plus moins, on peut démontrer, puisqu'on suppose que G est défini positif, que si ces fibrés propres, ce sont des sous-fibrés de T plus T dual, et donc on peut les projeter sur l'espace, sur le fibré tangent, et on peut montrer que ce sont des isomorphismes. Bon, et pourquoi est-ce que c'est utile d'avoir ces projections de ces fibrés à valeur propre sur l'espace tangent? C'est qu'on peut les utiliser pour définir une métrique riemannienne sur M, que j'appelle petit j, de la façon suivante, et aussi une structure complexe, deux structures complexes sur M, ainsi. Okay? Parce qu'on utilise les projets. Petit g et petit i plus ou moins, ce sont des structures sur l'espace tangent, et on utilise ces projections pour les ramener sur C plus moins, et puis et là on utilise les structures généralisées, et après on projette de nouveau en utilisant pi plus au moins pour obtenir quelque chose de nouveau sur l'espace tangent. OK. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, on obtient
deux structures complexes et une métrique riemannienne. Et ces deux structures complexes sont intégrables et orthogonales par rapport à cette métrique. Donc, on obtient vraiment une structure biherbicienne. Mais c'est une structure biherbicienne spéciale parce que les deux formes qu'on obtient en appliquant le... comment on dit ça en français? Twisted. L'opérateur Tordu. tordu, merci, de oméga plus ou moins. Donc, on obtient les trois formes et ces trois formes vont être égales à plus ou moins trois formes fermées H qu'on avait fixées dès le début. Okay? Parce que si vous vous rappelez, on avait fixé une trois formes H. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en commençant avec cette structure généralisée complexe keylérienne, pardon, donc ces paires de structures généralisées complexes, on obtient une structure biherbicienne dont la métrique est plurifermée par rapport aux deux structures complexes. OK. Et ça, c'est un résultat de Merkur-Gualtieri qu'on peut aller faire l'inverse de la construction. Donc, si on commence avec une structure bihermicienne dont la métrique est plurifermée par rapport aux deux structures complexes I plus ou moins, donc on obtient cette paire de structures complexes généralisées. Et en fin de compte, il y a une correspondance biunivoque entre les structures complexes généralisées, keylériennes généralisées, pardon, et les structures bihermiciennes dont la métrique est plurifermée par rapport à I plus ou moins. OK. Donc, voilà le résultat. Et je vais vous mentionner, donc, en particulier, je vais vous donner deux exemples. En particulier, les structures hyperkeylériennes sont toujours généralisées keylériennes parce que si je prends le I plus et I moins, si je prends J et K comme I plus et I moins et la structure, la métrique hyperkeylérienne, donc ça me donne une structure bihermicienne qui correspond à une structure keylérienne généralisée. Et bien sûr, ces deux structures anticommutent parce qu'on commence avec une structure hyper complexe. Bon, ça c'est le cas keylérien, mais on peut aussi avoir des exemples non keylériens et par exemple sur la surface de Hopf est un exemple où, puisque les surfaces de Hopf ne peuvent pas admettre de structures keylériennes, mais elles admettent quand même des structures hyper complexes parce qu'on peut construire des structures complexes sur S3 croix S1 en utilisant les quaternions. Et si on utilise par exemple la multiplication à droite et à gauche par I, ça va nous donner deux structures I plus et I moins qui, lorsqu'on prend la structure standard sur la surface de Hopf, va nous donner une structure bihermicienne qui satisfait les conditions des structures généralisées, keylériennes généralisées. OK, donc on a quand même, il y a quand même pas mal d'exemples. Et ces structures ont été classifiées, entre autres par Apostolov, Grantcharov, Gauduchon, Gualtieri. En tout cas, j'oublie sûrement beaucoup de gens, mais elles ont été étudiées. OK. Bon, alors ça c'est l'idée. Alors l'idée, c'est qu'on commence avec deux structures généralisées et puis qui commutent. Et on obtient une structure deux structures sur l'espace tangent et une métrique sur l'espace tangent. Et il y a une correspondance biunivoque entre ces deux familles de structures. Et là, il me reste 10 minutes, je pense, ou 11 minutes. Je vais vous montrer un peu comment faire ça pour les structures para-hyperhermiciennes et aussi bornes. OK? Alors, l'idée est très simple. Ah, j'ai oublié deux résultats, quand même. Non, j'ai oublié un résultat qui va revenir. C'est un résultat de Hitchin qui aussi, c'est un très beau résultat qui dit que si on commence avec une structure keylérienne généralisée et qu'on considère la structure bihermicienne associée, donc I plus moins et petit j, alors cette expression est un bivecteur Poisson qui est de type
2, 0 et 0, 2 par rapport, et holomorphe par rapport aux deux structures complexes. OK, donc c'est... bon, et je le mentionne simplement parce qu'on a réussi à avoir un résultat similaire dans le cas para-hypercomplexe et para-hyper-hermitien. Je veux dire, bipara-hermitien. OK. Voilà. Alors, comment on généralise ça? Alors, l'idée est de commencer avec deux structures. Pardon. J'ai besoin d'une dernière chose. Je suis désolée. Donc, il y a aussi, je vais passer rapidement, mais juste pour dire que il y a une autre façon, je vous ai donné une façon de décrire l'intégrabilité des structures généralisées en utilisant le crochet de Dorfman, mais il y a une façon de le décrire en utilisant ce que Gualtieri appelle une connexion de bismuth généralisée et qui est définie de la façon suivante: en fonction des connexions de bismuth sur l'espace tangent, sur Tm, avec les structures complexes I+, et I-. Et il y a aussi cette notion de structure de torsion généralisée. Et Gualtieri démontre qu'une structure keylérienne généralisée est intégrable si et seulement si les structures généralisées complexes J1 et J2 sont en parallèle par rapport à cette connexion de bismuth généralisée, et aussi leur torsion est de type 2,1 et 1,2 par rapport aux deux. Je veux dire, en utilisant ces structures généralisées complexes, on peut faire une décomposition des formes par rapport aux fibrés à valeur propre des structures généralisées complexes. OK, donc ça sera important un peu plus tard. Bon. Alors, comment est-ce qu'on peut étendre cette construction? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer avec deux endomorphismes, parce que c'est ce qu'on avait dans le cas généralisé keylérien, deux endomorphismes de T plus T dual qui commutent, et aussi, dans le cas keylérien généralisé, tout le carré de ces structures, des deux structures, était moins l'identité. Ici, on peut peut-être demander que le carré est l'identité. Okay? Donc, alpha, ça sera juste un signe, ça sera soit plus ou moins. Et aussi, il y a une certaine compatibilité avec le deuxième crochet, le premier crochet que j'avais décrit. Et dans le cas de structures complexes généralisées, on obtenait que ces structures étaient orthogonales par rapport à ce crochet. Donc, le bêta était 1, mais on peut se donner un peu plus de flexibilité et supposer que bêta pourrait être plus ou moins 1. Et donc, quand on fait ça, on a 4 possibilités. La possibilité, le cas où alpha est moins 1, donc le carré de J1 ou de J2 des deux structures est moins l'identité. Et aussi, ici, les deux structures sont orthogonales par rapport à ce crochet. C'est ce qu'on avait dans le cas keylérien généralisé. Mais on peut avoir les autres combinaisons et on obtient ce qu'on a appelé géométrie parakeylérienne généralisée dans ce cas-ci. Dans l'autre cas, c'est géométrie chirale généralisée. Et qu'on a moins, on a appelé ça géométrie antikeylérienne généralisée. Simplement parce que les structures parakeylériennes, chirales et antikeylériennes apparaissent dans les 3 cas. Donc, je vais juste rapidement vous décrire ce qui se passe dans les 2 premiers cas. Et donc, dans les 6 minutes qui me restent. Donc, et disons que on a, donc, ce qu'on fait, c'est juste ça. C'est ce qu'on en faisait avec la géométrie keylérienne généralisée. On a 2 structures qui sont les mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont le même carré et la même compatibilité avec le crochet, le premier crochet. Elles commutent, et aussi, on peut considérer leur paire le carré sera toujours plus l'identité. Et donc, on considère les fibrés à valeur propre, C+, et C-, et on considère leur projection sur le fibré tangent. Donc, dans le cas
keylériennes généralisées, ce sont toujours des isomorphismes parce que la condition sur la métrique, sur cette métrique G, dans le cas keylérien généralisé, c'est que c'est une métrique qui est positive, définie positive. Mais dans le cas général, on n'aura peut-être pas nécessairement ça, mais on demande que tout de même, ces projections, ce soient des isomorphismes. Et dans ce cas-là, on dit que ce G est non dégénéré. Et on appelle ça une métrique généralisée sur T plus T dual. Okay? Donc, ça sera simplement un endomorphisme de T plus T dual dont le carré est l'identité et dont ses projections sont isomorphes. OK. Bon. Et si cette structure est non dégénérée, on peut définir les deux choses, les trois choses qu'on avait définies dans le cas keylérien généralisé. On avait une métrique qu'on avait définie ainsi, utilisant les projections, et aussi deux endomorphismes de l'espace tangent qui, dans le cas keylérien, le carré était moins l'identité, mais ici, le carré de ces structures sur l'espace tangent va avoir le même signe que le carré des structures généralisées avec lesquelles on a commencé. Et aussi, si cette structure G, cette métrique G est non dégénérée, on peut aussi construire de nouveau une connexion de bismuth généralisée et aussi définir cette torsion généralisée. OK. Alors, donc, on aura deux cas. Le premier cas, je vais décrire, j'aurai peut-être juste le temps de décrire ça, et puis si vous voulez voir le cas bichiral, donc je vous prie de me poser des questions, mais dans le cas de ce qu'on a appelé structure parakeylérienne généralisée, ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec une paire de structures paracomplexes, c'est-à-dire que leur carré est l'identité, et comme dans le cas sur l'espace tangent d'une structure paracomplexe, para-hermitienne, on veut cette anti-orthogonalité par rapport à ce crochet. Et aussi, pour l'intégrabilité, cette fois-ci, puisque le carré et l'identité, on aura deux fibrés à valeur propre plus ou moins 1, et on veut que ces deux fibrés soient fermés par rapport au crochet de Dorfman. Et je dois dire que ces structures avaient été, il y a quand même assez longtemps, définies par Asa Wade. Et aussi, de nouveau, cette anti-orthogonalité va faire en sorte que ces fibrés, ici, j'ai oublié un plus ou moins 1, sont isotropes par rapport à ce crochet. Et donc, cette deuxième condition est équivalente à l'annulation d'un tenseur de Ninehurst généralisé. Donc, c'est vraiment une bonne condition d'intégrabilité pour nos structures. OK. Et bon, on a beaucoup d'exemples, donc je vais passer un peu rapidement. C'est très similaire à la situation keylérienne, les exemples qu'on peut construire, en commençant avec une structure symplectique ou paracomplexe, ou avec une structure qui est paracomplexe, mais aussi avec un bivecteur de Poisson. Donc, on peut construire beaucoup de tels exemples. Et maintenant, je passe aux structures parakeylérienne généralisée, où maintenant je prends une paire de structures paracomplexes généralisées qui commutent et dont le produit est une métrique non dégénérée. Donc, ça veut dire que, puisque j'ai ma métrique non générée, je peux associer à cette paire de structures généralisées deux structures sur l'espace tangent et une métrique sur l'espace tangent. Donc, ainsi. OK? Donc, c'est vraiment comme dans le cas keylérien généralisé, parce que, à cause de de la compatibilité, donc on obtient deux structures, deux endomorphismes du fibré tangent, dont le carré est plus identité. Pourquoi? Parce que c'est le même signe que le carré des structures originales généralisées, qui, dans ce cas-ci, on suppose que le carré est l'identité. Et aussi, il y aura cette compatibilité avec la métrique petit g, justement à cause de la compatibilité des deux structures généralisées. Et puisque les structures
ce sont des structures paracomplexes qui sont anti-orthogonales par rapport à la métrique. Donc, leur contraction avec la métrique nous donne des deux formes. Et ces deux formes vont avoir des propriétés similaires à celles qu'on avait dans le cas keylérien généralisé. Et on obtient... OK. Et donc, avant de vous donner cette correspondance entre les structures généralisées parakeylériennes et puis les structures biparahérmitiennes, dans le cas où notre structure bihermitienne, les deux structures paracomplexes anticommutent, on obtient une structure parahermitienne. Donc, la géométrie parahermitienne est un cas spécial de cette géométrie parakeylérienne généralisée. OK. Donc, je vais finir juste en décrivant les situations que, comme dans le contexte généralisé, on prouve qu'il y a une correspondance biunivoque entre ces structures parakeylériennes généralisées et les structures bihermitiennes dont les deux formes satisfont ces conditions. Et on obtient aussi un résultat similaire au résultat de Hitchin, et qui est le suivant, que lorsqu'on considère la structure biparahérmitienne associée à une structure parakeylérienne généralisée, on peut utiliser les deux structures paracomplexes pour définir un bivecteur de Poisson qui sera paraholomorphe par rapport aux deux structures paracomplexes. OK. Donc ça c'est ce qui se passe dans ces cas-là. Et puis, on a fait la même chose. On a défini des structures qu'on appelait généralisées chirales et dont la géométrie borne est un cas spécial où la paire qu'on obtient de J plus J moins est une structure bichirale. Mais je dois m'arrêter maintenant, donc merci. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à... Pardon? On va d'abord vous remercier, je pense. OK, voilà, merci. Si bien sûr, il y a des questions. J'ai un petit point de terminologie. Est-ce que tu appelles les crochets de Dorfman? C'est aussi ce qu'on appelle les crochets de courant, je crois. Oui. C'est... D'où tu sors ce Dorfman? Non, c'est parce que Dorfman, c'est un peu plus simplifié parce que quand on restreint au fibré de valeur propre, ça se simplifie, ça devient le crochet de Dorfman. Donc même à l'époque du crochet de courant, il y avait plusieurs versions. Il y a plusieurs versions, mais ça donne exactement la même chose. Et moi, au début, je voulais toujours utiliser le crochet de courant, mais Shengda aime vraiment le crochet de Dorfman. Donc, c'est le crochet de Dorfman qu'elle a fait, au bout du compte, a survécu à toutes nos discussions. Tu préfères Dorfman? Je n'ai pas compris. Non, Shengda, donc c'est un travail avec notre étudiant David et aussi Shengda Hu. Et Shengda aime vraiment le crochet de Dorfman. Donc, on a gardé le crochet de Dorfman. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qu'est-ce qu'il a fait, Burn? Justement, oui. Max Burn a fait quelque chose lié à cette histoire ou... Oui, parce que, pardon, le lien, mais moi je ne connais pas la physique, c'est que ces structures sont utilisées pour appeler... quel est le nom en anglais? Une propriété de locality. Mais c'est vraiment une propriété physique qui vient de la physique et qui apparemment l'idée initiale venait de certaines choses que Max Born décrivait déjà dans ses papiers il y a très longtemps. Donc c'est à cause de ça. Mais je peux pas malheureusement pas vous décrire la physique, mais ça vient à cause de ça. Mais oui. Tous ces exemples sont sur des surfaces de dimension de Kudara moins infinies.
sauf les catois, etc. OK, sur les surfaces complexes, tous les exemples, je peux vous donner la liste. Ce sont sur tore complexe, surface hyperlectique, surface Kodaira primaire, surface de Hopf, surface Inoue et certaines surfaces proprement elliptiques. Est-ce que c'est proprement elliptique en français? Properly elliptic. Et ça, c'est juste parce que dans ce cas-là, on peut décrire toutes ces surfaces-là comme étant un quotient de C2 ou sinon d'un hyperplan supérieur avec, avec C. Et donc, on peut décrire... De demi-plan supérieur. De demi-plan, merci, supérieur. Et donc, on construit on construit des structures qui vont descendre, qui vont être compatibles avec l'action, dont le quotient nous donne la surface compacte qui nous intéresse. Oui. Mais il y a toujours un diviseur anticanonique. Hein? C'est vrai pour tous ces exemples, parce que cette structure de poisson. Oui. Oui, mais je pense que dans c'est le fibré canonique trivial, mais du point de vue lisse, pas du point de vue complexe, pas holomorphe. Parce que même la surface de Hopf, le fibré canonique n'est pas trivial du point de vue holomorphe. Donc, c'est juste que le fibré canonique, comme fibré lisse, est trivial. C'est ça la condition, mais c'est même une condition pour avoir une structure para-hyper complexe. Et donc, il y a plein, parce que, bon, j'ai pas le temps de donner des exemples, mais on a des exemples très concrets sur toutes ces surfaces. En particulier, les tores, c'est facile, parce qu'on prend juste il faut juste construire des structures sur R de N. Bon, mais par exemple, surface de Hopf ou surface Inoue, surface de Kodaira, il y a certains exemples, oui. Et même comme un étudiant au début travaillait sur ça, c'est quand même intéressant, c'était avant qu'on se rende compte que structure de borne était vraiment équivalent à structure bichirale. Il commençait en général par une structure bichirale parce que c'était plus facile de voir ce qui se passait. Donc, je pense que le point de vue bichiral est très naturel. Mais, donc. S'il y a d'autres questions, sinon, on va remercier à nouveau Ruxandra. Merci beaucoup. Merci.